Bonsoir messieurs, soyez les bienvenus pour cette toute nouvelle vidéo, vidéo collection. Aujourd'hui on parle de la Mega Drive et de la Dreamcast, du constructeur Sega qui nous a malheureusement quittés il y a déjà fort longtemps, depuis les années 2000. Et Dieu sait qui nous manque. Alors certains me diront, mais non Street, regarde, ils existent toujours, ils éditent des jeux. Mais c'est pas ce qui m'a fait aimer Sega, et c'est pas le Sega que j'ai aimé surtout. Je vous fais une vidéo collection, mais je tenais à clarifier quelque chose. Sur YouTube, vous pouvez en voir un sacré nombre de branquignoles qui vous parlent de jeux vidéo et de collection. Qui vous disent, tiens, regarde, ce jeu-là, je l'ai acheté 300 €, tiens, celui-là, il coûte 400 €, celui-là, il vaut tel prix. Mais c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Je vous le dis clairement. Parce que pour moi, à partir du moment où tu mets le pognon et passion, c'est plus de la passion, mais de la comptabilité. Et je trouve ça personnellement pathétique. Si j'aime le jeu vidéo, c'est pour une raison. C'est qu'il m'a accompagné du berceau et il m'accompagnera jusqu'à la tombe. Je suis né avec une manette Mega Drive dans les mains. Aujourd'hui, j'ai une manette PS4. Il y a plus de 25 ans d'écart, 25 ans d'histoire à traverser. C'est mon histoire, c'est la mienne. Elle n'est pas exceptionnelle. Non, elle n'est pas exceptionnelle. Mais je tiens à en parler quand même. Parce que je pense que c'est ce qui est intéressant. Et pour ceux qui verront cette vidéo, peut-être 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 0, 2, ton hamster. Je me dis que ça peut l'intéresser. Et moi, ça me fait plaisir de vous partager ça parce que pour moi, c'est ça réellement ma passion. C'est vous parler des jeux tels qu'ils sont, pas de l'argent. On s'en fout. Si vous avez accès à cette vidéo, c'est que vous avez accès à Internet. Si vous avez accès à Internet, c'est que vous pouvez taper le titre du jeu pour le chercher et trouver le prix. Donc il n'y a aucun intérêt que je vous en parle. Donc, attaquons cette vidéo. Et commençons-la. La collection Mega Drive et Dreamcast. C'est parti. Après cette imitation pitoyable de DG. Donc salut à tous et à toutes, c'est Street Tester et donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la vidéo collection. Donc faut savoir, je tiens à clarifier ça de suite, c'est pas une moquerie, au contraire c'est un clin d'œil à DG, donc de la chaîne Padawam HD. Si vous ne connaissez pas, allez-y, n'hésitez surtout pas. Il y a d'excellentes vidéos dessus, des reviews de Metal Gear Solid que je ne pourrai jamais égaler. Au moins j'ai mon interview d'Emmanuel Bonamy pour le moment pour avoir encore quelque chose d'attractif. Mais très sincèrement, je peux pas égaler ces vidéos-là. Il a fait d'excellentes rétrospectives sur pas mal de sagas, les Resident Evil, Zelda, il parle de Snatcher, il parle de pas mal de jeux qui sont sortis, tout ça. Et actuellement, il fait des vidéos où il parle de tout et de rien. Et donc moi, c'est pour ça que je voulais revenir sur ma collection. C'est surtout pour vous raconter des anecdotes. Donc vous attendez pas à ce que je vous dise, ouais, ce jeu-là, je l'ai payé tant ou quoi. On s'en bat les couilles, très sincèrement. Enfin, en tout cas, pour ma part, je m'en bats les couilles. Moi, je veux surtout vous raconter un petit peu et faire un petit peu mon histoire vidéoludique. Comme ça, au moins, vu que j'ai jamais eu la possibilité vraiment de le faire de cette manière-là. Je reviendrai sur les autres consoles dans d'autres vidéos, mais pour le moment, on parlera de Sega et donc de la Mega Drive et de la Dreamcast. Je clarifie une chose, je ne possède pas une collection exceptionnelle. Je n'ai pas une collection de malade. Mais tous les jeux que je possède ont une importance pour moi, des souvenirs, de la nostalgie. Et c'est pour moi ça qui est le plus important dans la passion du jeu. Alors après, chacun aura son avis dessus. Comme toujours, je cherche pas à faire des vidéos spécialement travaillées. Je fais ça vraiment pour le fun parce que je me dis que ça va intéresser qu'une niche de personnes et ça m'intéresse pas de faire des vidéos super bossées, de me faire chier à faire des montages et de prendre 15 ans à faire des vidéos. Je fais ça pour le cool et puis pour ceux que ça peut plaire. Donc premier jeu vidéo, on parle donc de la Dreamcast, Sonic. Alors pourquoi Sonic en premier ? Tout simplement parce que Sonic a été mon premier jeu vidéo et mon premier vidéotest sur YouTube. Puisque je me disais à l'époque que pour faire mon premier vidéotest sur YouTube, il fallait que je parle de mon premier jeu. Je me disais que pour moi ça paraissait clair. Vidéo qui est toujours sur YouTube, que j'avais réuploadé à une époque quand ma chaîne s'était fait hacker, j'avais réuploadé cette vidéo. Et vidéo de merde, je le dis clairement. Hein. Je m'autoclash parce que voilà, il y a des années qui sont passées depuis, que à l'époque j'étais bégayant, que la vidéo était capturée sur Fraps via émulateur, que c'était une galère absolue. Et donc Sonic, faut savoir, donc comme je l'expliquais juste avant, je viens d'une famille où il y avait la Mega Drive déjà à la maison. En fait, quand je suis né, il y avait déjà la Mega Drive et donc Sonic. Et en fait, parce que mon père est joueur, et j'y reviendrai dans les différentes vidéos collections sur les jeux que j'ai partagés avec mon père, sur pourquoi, et là il y en a un notamment sur lequel je pourrais revenir. Et donc Sonic, j'ai connu ça dès l'enfance. Il faut savoir, je vais couper le suspense directement maintenant. Sonic le premier est mon Sonic préféré. C'est mon Sonic préféré, c'est pour sa musique, pour son ambiance, les décors, les niveaux, les boss de Robotnik, le stress de Labyrinth Zone, le boss final de Labyrinth Zone qui n'était pas
qui n'était pas pour une fois de devoir battre Robotnik, mais d'être aussi rapide que lui, si ce n'est de réussir juste à s'en sortir, qui était un des pires boss pour moi de tout Sonic. Très sincèrement, je le trouvais horrible et ultra stressant. Mais Sonic 1, juste exceptionnel. Pour la petite anecdote, ce jeu-là, j'ai eu une époque, alors ça m'est passé depuis, j'ai eu une époque pendant des années où je le faisais tout le temps une fois par mois. C'est-à-dire que je me posais 1 heure, 2 heures, et je me refaisais Sonic 1 tous les mois. Et donc imaginez sur plusieurs années, ne serait-ce que sur 3 ans, puisque ça a duré plus de 3 ans, mais ça veut dire plus de 36 fois que j'ai fait celui-là, donc je le connais vraiment par cœur. Et j'adore ce Sonic. Autre petite anecdote dessus, le niveau Scrap Brain Zone qui est est un des derniers niveaux, enfin qui est le dernier monde avant la Final Zone, possède la musique, la musique Scrap Brain Zone que je trouve exceptionnelle. C'est un de mes thèmes préférés de tout Sonic. Et la musique de Blade Runner, c'est un thème de Blade Runner en fait qui a été modifié et donc ça y ressemble énormément. Vous verrez que quand je parlerai des jeux, je parlerai pas mal des musiques parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi dans les jeux vidéo et qui font des fois que j'accroche à un jeu, même des fois à certains jeux qui sont pas spécialement exceptionnels, mais la musique va me marquer. Et ça a une importance toute particulière pour moi, pas tous bien sûr, mais pour beaucoup. Et donc voilà, Sonic 1, que dire de plus? Sonic, la naissance de la mascotte, mais dans mon histoire, c'est mon premier jeu. C'est le jeu auquel je voyais jouer mes parents, et c'est le jeu que j'ai quasiment eu dans les mains en premier, et que j'ai terriblement saigné. Pas mon jeu préféré, mais sur Mega Drive, en tout cas, il me fallait l'avoir, et la plupart des collectionneurs possèdent Sonic, étant la mascotte de la série. Enfin, de la série de la licence Sega. Donc voilà, Sonic 1, pas plus de choses à vous dire. Un classique. Ensuite, donc on va faire la suite directement. Sonic 2. Alors là, vous pouvez le voir que je l'ai en cartouche. Alors certains vont se dire, mais attends, mais il l'a pas emboîté en notice, mais c'est une blague, lol. Alors, Sonic 2, j'aurais pu l'avoir plus d'une fois en boîte et notice. Le seul truc, c'est qu'à l'époque où j'ai repris une Mega Drive et que je me suis acheté les Sonic, je suis tombé sur ce Sonic 2 qui était vraiment pour pas cher et tout. Donc moi, tout ce qui comptait, c'était d'avoir le jeu et pas d'avoir la boîte, obligatoirement. J'aurais pu l'acheter plus d'une fois en boîte et notice. Le seul truc, c'est que je l'ai pas fait parce que j'y voyais pas spécialement d'intérêt et que j'en avais pas spécialement besoin. Après, mon avis sur Sonic 2, très très bon jeu. Une bonne suite. Alors je comprends, chacun a ses préférences. Il y en a, ça va être Sonic 1, 2, 3, ou Sonic et Knuckles, ou Sonic Flicky Island, qui sait pour certains. Pour ma part, personnellement, il est très bien, mais moi, je vous l'ai dit, mon attache est pour le premier. Après, le 2 est excellent. Voilà, l'apparition de Tails. Les musiques sont toujours très bonnes. Les niveaux, je suis un peu moins fan. Il y a des très bons niveaux, tout autant qu'il y en a qui me cassent un peu plus les couilles, comparé au premier, où j'ai une attache pour quasiment tous les mondes. On va parler plus des mondes que des niveaux. Il y a certains mondes où je suis beaucoup moins fan. Et Sonic 2 vraiment est très très bon, mais c'est pas mon préféré. Un classique, pareil, voilà. Enfin, de toute façon, les Sonic sont des classiques, donc je vais pas me répéter à chaque fois. Mais voilà, Sonic 2, très bon jeu. Rien de plus à dire dessus. Sonic 3, donc lui par contre, je l'ai en boîte, complet. Alors Sonic 3, c'est là où j'ai commencé à avoir un petit désamour pour Sonic. Pourquoi? Parce que le 3 est très bien. Attention, hein, et comme je dis, je comprends tout à fait, surtout pour ceux qui ont aussi Sonic et Knuckles, que je ne possède pas, je vous spoil d'avance, mais je ne l'ai pas. Sonic 3, pour moi, c'est là où ça commence à partir un peu en couille. Je suis vraiment pas fan des mondes. La sauvegarde, pour moi, est inutile. Alors, attention, c'est un argument à la fois bidon, mais en même temps que je vais me contrecarrer moi-même. L'apport des sauvegardes pour moi est inutile parce que pour moi un Sonic ça se fait en ligne droite. Si tu le fais en un seul coup, en un tracé, tu le fais en 1 heure ou 2 heures, tu te prends 1 ou 2 heures, 3 heures de ton temps, 4 heures de ton temps dans le matin, l'après-midi ou le soir, et tu te mets dessus et tu te dis voilà je vais faire tel Sonic et je me mets dessus. Et en fait l'arrivée des sauvegardes pour moi déjà c'est un truc en moins. C'est un truc moi qui m'a un peu cassé les couilles. Alors c'est l'arrivée de Knuckles, hein, puisque Knuckles c'est ici, on a pu le voir en bas de l'affiche, mais il est ici également. Donc en tant que méchant, hein, puisqu'il est notre opposant, enfin méchant. En tant qu'opposant d'une certaine manière dans ce Sonic 3, même si le méchant reste Robotnik, mais bon, on va pas faire l'histoire, et puis je trouve qu'elle est pas spécialement passionnante de Sonic, après ça me regarde personnellement. Comme j'ai dit, hein, tout ce que je vais dire dedans est subjectif, hein, donc je vous le dis de suite. Mais Sonic 3, ouais, je suis beaucoup moins fan de l'univers. Alors, donc la petite anecdote, c'est de savoir que l'OST a été composé
en partie par Michael Jackson, puisque bon, on va pas tout lui attribuer non plus, mais ça a été avéré à présent, ça a été reconnu officiellement. Donc Michael Jackson avait travaillé sur Sonic 3. Et pour la petite anecdote, en fait, moi à l'époque quand j'y ai joué à Sonic 3, je m'étais jamais dit ouais, il y a Michael qui a bossé dessus ou quoi, je ne le savais même pas à l'époque. Mais il y avait un truc qui m'avait tapé dessus. Alors il y en a qui arrivaient à faire des connexions, notamment entre certaines musiques, comme quoi Stranger in Moscow était repris dans je sais plus laquelle, je crois que c'est Ice Cape ou un truc comme ça. Mais moi il y avait un truc qui m'avait marqué en particulier, que je m'étais dit ah ouais, parce qu'il faut savoir donc que moi je suis un ultra fan de Michael Jackson, vraiment limite je pourrais vous faire une vidéo dessus. Je suis un ultra fan de Michael Jackson et quand j'ai fait Sonic 3 la première fois, le premier truc qui m'a réellement frappé, c'est, alors je sais plus le nom du niveau, vous pourrez m'aider dans les commentaires, je crois que c'est Circus Zone ou un truc comme ça, c'est un truc comme ça avec un style de cirque. Et il y a un moment où dans la musique ça fait tin 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 tin. Et donc ça, bien sûr après ça a été avéré que c'était en référence à Jam de Michael, puisque c'était à peu près à la même époque entre entre l'album Dangerous et Sonic 3. Et pour moi ça a été assez frappant en fait ce truc là, parce que moi à l'époque quand j'ai entendu ça la première fois, le tin 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 tin, ça direct, moi la première fois que j'ai joué j'ai fait tin, on dirait comme dans Jam, la même sonorité en fait de ce truc là. Et en fait plus tard il s'est avéré, donc oui en effet il y avait beaucoup de rumeurs tout ça, moi je savais pas à ce moment là quand j'ai fait le jeu, c'est après que je me suis intéressé à ça et tout, étant fan de Michael Jackson tout ça, plus tard puis avec internet également, c'est là que j'ai compris en fait. D'accord, donc Sonic 3, et puis depuis ça a été avéré par des gens qui collaboraient avec lui, notamment sur Dangerous à l'époque, ingénieurs son, tout ça, qui travaillent avec lui, qui ont bossé avec lui sur Sonic 3, et leurs noms sont dans Sonic 3, qui confirment donc, et même je crois, je sais plus si c'est égal à totalement validé ou pas, je ne sais plus, mais vous pouvez rechercher par vous-même, comme quoi Michael Jackson a travaillé dessus. Donc après voilà, Sonic 3, je peux comprendre que certains c'est leur préféré, qu'il y en a qui l'adorent. Moi personnellement il fait pas partie de mes préférés, je l'aime bien, mais voilà, je m'attarde pas plus dessus. Il est bon, il apporte pas mal de petits trucs sympatoches, tout ça, et bon rien que pour le côté OST de que Michael a travaillé plus ou moins dessus. Ça me plaît. Après, en dehors de ça, sinon le jeu n'est pas un de mes favoris. Et Sonic et Knuckles, pour y avoir joué sur une autre plateforme, je reviendrai dessus quand on parlera sur la PS2, puisque ça sera sur la PS2 que je vous en parlerai. Mais voilà, Sonic et Knuckles est un bon apport dessus. Je peux comprendre qu'il y en ait qui l'adorent. Moi, personnellement, ça n'est pas mon cas. Ensuite, on va vous parler... Ah, alors... Pour ceux qui ne reconnaîtraient pas, donc il s'agit de Street of Rage 2. Alors, Street of Rage 2... c'est mon beat'em all préféré. Faut dire beat'em all ou beat'em up, je sais plus exactement le terme, mais je vous avouerai que je m'en tape. C'est mon beat'em all préféré. Tout simplement parce que voilà, il a une OST de dingue, Yuzo Koshiro derrière, incroyable. Les chara design, les persos, tout ce qui a été bossé dessus. Pareil, petite anecdote encore au niveau de la musique que je peux vous raconter. Alors... ça n'a jamais été reconnu officiellement, mais c'est incroyable comment ça se ressemble. C'est, j'adore une chanson qui s'appelle Sadness du groupe Enigma. Chacun ses goûts musicaux. Et en fait, quand on écoute le thème de Street of Rage 2, c'est incroyable la ressemblance entre les deux. Il y en a beaucoup qui le disent, hein, comme quoi il y a une influence. Alors je sais pas si ça a déjà été reconnu, si Yuzo Koshiro en a déjà parlé ou pas. Je vous avouerai que j'ai pas fait la recherche, mais c'est incroyable la ressemblance entre le thème, donc le thème d'ouverture et donc qui est le thème du final stage de Street of Rage 2. C'est incroyable la ressemblance qu'il y a entre la chanson d'Enigma Sadness et l'opening de Street of Rage 2. Après le jeu en soi excellent, on peut jouer tout seul ou à deux, super sympa les niveaux, les boss excellents, le jeu a une difficulté quand même vachement présente, surtout quand on arrive dans les derniers stages et tout. Ce qui est assez marrant, c'est qu'au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, les anciens boss deviennent les anciens boss les boss des anciens niveaux deviennent d'un seul coup juste des simples adversaires. Donc comme quoi ils se sont pas trop fait chier non plus à ce niveau-là, mais le jeu reste super cool, tout ça, il a une ambiance de dingue et rien que l'arrivée au final stage justifie tous les niveaux qu'on a fait avant, et le jeu est super. Enfin moi je l'adore réellement, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est mon beat'em all préféré. Il y en a ça va être Final Fight ou autre, ou je ne sais pas encore ce que ça peut être pour d'autres, mais moi vraiment Street of Rage 2 c'est mon coup de cœur, parce que le premier voilà, vachement vieilli, les sprites sont petits et tout. Le 3 est très bon, mais quand même pour moi en dessous au niveau ambiance du 2, donc voilà, le 2 vraiment exceptionnel. Ensuite, alors
là ça va en faire rire certains, mais FIFA International Soccer. Donc FIFA International Soccer, le tout premier FIFA. Pourquoi j'ai ce jeu-là? Pourquoi je le possède? Est-ce qu'on me l'a donné? Est-ce qu'on me l'a offert? Est-ce que je l'ai eu gratos ou quoi? Non, non, je l'ai payé. À ce moment-là, bon, je vous rassure, hein, c'est comme tout FIFA. Imaginez si vos FIFA dans les bacs Micromania coûtent plus rien, celui-là, imaginez même pas. Pourquoi? Bah, parce que comme je vous expliquais, mon père m'a fait connaître les jeux vidéo, puisqu'on avait la Mega Drive à la maison, et ce jeu-là était un des jeux auxquels il jouait le plus, et un de ses FIFA préférés. Et en fait, bah, pour le truc, quand j'ai repris une Mega Drive et que je me suis mis à acheter des jeux, j'ai voulu le prendre, voilà, parce que c'est qu'un FIFA. Mais dans mon cœur, il a une attache particulière, et puis ça me faisait plaisir de pouvoir y rejouer avec mon père. Donc même si ça a ultra vieilli, voilà, je vais pas vous faire tout le truc dessus. C'était quand même sympa pour l'époque, c'était un bon jeu, même si malheureusement tu peux marquer du milieu de terrain la plupart du temps. Et petit truc marrant dessus, c'est que tu peux esquiver l'arbitre. Ça c'était drôle, ça j'adorais faire chier mon père avec ça. C'est en fait quand vous taclez un adversaire ou quoi, qu'il y a un carton qui doit être mis, faut savoir qu'en fait vous pouvez faire tourner l'arbitre en bourrique. En fait vous faites planter le jeu quoi. En fait vous faites tourner l'arbitre en bourrique tant qu'il vous attrape pas, et vous pouvez faire durer ça. Mais pendant 300 ans, et j'adorais faire péter les plombs à mon père à tel point qu'il me saisissait la manette parce que ça le gonflait quand je m'amusais à faire ça. Donc voilà, FIFA, classique, je vais pas revenir dessus, c'est le premier. Chacun ses goûts, mais voilà, c'était la petite anecdote dessus. Strider, avec une jaquette bien dégueulasse, qui ne reflète pas du tout le jeu. Alors Strider, pour certains c'est un classique. Pour moi en fait j'aime bien ce jeu par rapport à l'univers qu'il propose, et il a une OST assez correcte. Seul problème qu'il y a avec ce jeu, il est ultra buggé. C'est-à-dire qu'en fait il est ultra buggé dans le sens, des fois vous allez vous prendre un dégât de la part d'un ennemi, d'un simple ennemi, ou voire même d'un boss. Et en fait, vous vous retrouvez éjecté complètement de l'écran. Mais vous mourrez. Mais normalement, ça ne doit pas arriver. Ou des fois, des bugs de texture qui font que vous allez passer à travers, en fait, là où vous devriez vous bloquer contre un mur ou un truc comme ça, vous allez passer au travers et vous allez mourir gratuitement. Et il y a pas mal de bugs comme ça qui me sont arrivés en partie. Ce qui fait que je peux pas vous dire que c'est un excellent jeu. C'est Capcom, je crois d'ailleurs, qui est derrière, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, du moins, en tout cas, du Strider original. Après, là, je vois Sega derrière, mais je sais que Capcom, il est plus ou moins mêlé à Strider. C'est un jeu qui plaira pas à tout le monde, et le gameplay a vachement vieilli, mais c'est un jeu de plateforme pour lequel j'ai une certaine attache, que j'apprécie beaucoup et que je suis content de posséder sur ma Mega Drive. Après, c'est pas un jeu exceptionnel, je peux comprendre qu'il y en ait qui ne l'aiment pas, je peux comprendre qu'il y en ait qui l'aiment, mais voilà. Strider a une petite attache pour moi et je l'aime beaucoup. Alors attendez, je vais le décaler ici, voilà. Et donc on a déjà fini la Mega Drive. Eh oui, je vous ai dit, il n'y a pas tant de jeux que ça. Malheureusement la Mega Drive, j'ai pas eu le temps tant que ça de m'y concentrer, de me mettre dessus, à vraiment travailler ma collection. Parce qu'il y a une autre console qui m'a demandé plus de temps, même s'il n'y a pas, comme je vous dis, j'ai pas 10 milliards de jeux. Donc on va basculer directement sur la Dreamcast. Alors je n'ai pas la Saturn, hein, donc voilà, c'est pour ça justifie directement. Je n'ai pas la Saturn, je n'ai pas d'attache pour cette console. Ça me dérangerait pas de la posséder, mais très sincèrement, je veux dire, c'est pas la console sur laquelle je me concentrerai, et voilà, j'ai pas d'attache pour la Saturn, donc je bifurque. Alors la Dreamcast, pourquoi j'ai une attache pour la Dreamcast? Faut savoir qu'à l'époque je ne l'ai pas eu, mais en fait un ami à mon père, qui était un familier, avait la Dreamcast à l'époque. Nous on avait encore la PS1, et il faut savoir que la Dreamcast, je voyais la console, je voyais la manette, je voyais les boîtes des jeux, mais je n'y avais pas accès, je ne pouvais pas y jouer. Il m'interdisait totalement de toucher aux boîtes et à la console. Genre vraiment c'était faut pas y toucher, c'est l'objet absolu, fallait pas y toucher. Ce qui fait que la Dreamcast a eu une aura pour moi jusqu'à que je puisse l'acquérir, qui faisait que c'était la console intouchable. C'était la console que je n'avais pas le droit d'avoir. Donc je l'ai découvert sur le tard, malheureusement. Quand je l'ai découvert il y a de cela peut-être... J'avais fait une vidéo à l'époque où j'avais fait un unboxing où je venais de recevoir la console. Donc c'est à ce moment-là, vous avez la date normalement, c'est ce jour-là que j'ai reçu la console. Et vraiment, ça a été pour moi un bonheur de découvrir cette console, surtout que c'est une console vraiment excellente. Alors j'ai pas 10 milliards de jeux dessus, c'est pour ça que j'ai concentré les deux consoles en particulier. Mais j'ai pu la découvrir, et vraiment, je me dis que si à l'époque
j'avais pu l'avoir tourné parce que je ne l'ai jamais vu tourner chez lui en fait. Chaque fois qu'on venait, il jouait pas et il nous interdisait de mettre la main dessus. Ses enfants à l'époque avaient la N64, la Super Nintendo, la Mega Drive, ils avaient pour moi, c'était, pour moi, je les enviais à mort hein, quand je voyais Pokémon Stadium, quand je voyais GoldenEye, quand je voyais Banjo-Kazooie, quand je voyais Super Mario 64. Bon, même si j'étais pas fan, mais quand je voyais graphiquement Zelda Ocarina of Time à l'époque, je trouvais ça exceptionnel et moi j'y avais pas accès. Et la Dreamcast, ça a été ça en fait. C'était encore pire, c'est que je ne pouvais pas voir la console. Et donc pour moi, elle avait cette aura mystique que je ne pouvais pas toucher. Et donc après, bah, quand j'ai eu la console, j'ai pu acquérir quelques jeux. Comme je vous dis, elle n'est pas immense ma collection. Et en premier, bah, je vais vous parler donc des 3 premiers jeux que je me suis pris sur cette console. Donc voilà, ça permet de faire le début de la Mega Drive et donc le début de la Dreamcast. Sonic Adventure, donc le premier. Alors, ça va pas plaire aux gens. Je peux le concevoir, notamment ça me crée des disputes avec certains de mes potes qui regarderont cette vidéo. Sonic Adventure, je ne suis absolument pas fan des Sonic Adventure, mais pas du tout. Alors je n'ai pas joué aux deux, ou peut-être une fois, mais brièvement, mais je n'ai quasiment pas touché. Adventure 1, je l'ai commencé, j'ai fait plus de la moitié du jeu. C'est pas possible pour moi. C'est pas possible pour moi, j'accroche pas du tout. Je trouve le jeu chiant. Je trouve le maniement qui me plaît pas, ça me prend pas. Alors je peux comprendre qu'il y en ait qui adorent, il y en a pour certains même c'est leur préféré, hein, l'aventure. Et c'est vrai que par contre graphiquement à l'époque quand il sort le jeu, ça doit être une claque, vraiment. Genre quand tu vois ce jeu là, ça devait être une claque. Enfin de toute façon la Dreamcast était une claque à elle absolue. Mais le seul truc c'est que malheureusement je peux pas en parler puisque je ne la voyais pas allumée à l'époque. Mais vraiment genre quand tu te remets dans le contexte, oui tu te dis ça peut être marquant. Mais Sonic Adventure, voilà, j'ai vraiment pas d'attache pour les Sonic Adventure. J'y suis vraiment pas attaché en fait. Donc voilà, je peux pas vous dire plus de choses dessus. Donc on va passer de suite dessus. Alors attention, les boîtes Dreamcast, la joie des boîtes Dreamcast. Hop là, Soul Calibur. Donc le premier. Alors Soul Calibur, faut savoir que en fait j'avais un pote qui avait le 2 à l'époque sur GameCube quand on était plus jeune. Et j'ai eu un moment où je me suis un peu attaché à cette licence. Bon, j'en ai jamais été un ultra fan, même si je suis un grand fan de Versus Fighting. Et Soul Calibur, en fait, ça a été un des premiers jeux que je me suis pris pour voir si ma Dreamcast tournait. Et bah en fait j'ai déboîté le jeu, vraiment genre même plus tard je l'ai trouvé vraiment excellent, le gameplay, comment les persos, alors il y en a qui peuvent ne pas aimer, moi je l'ai vraiment trouvé génial et j'ai passé pas mal de temps dessus, j'ai vraiment adoré ce jeu. Donc voilà, Soul Calibur avec un mode histoire, enfin sur lequel on peut parcourir tout ça, il y a vraiment pas mal de trucs, je peux pas tout vous raconter dessus mais c'est vraiment un super jeu. Ça a vieilli maintenant, mais putain, la claque quoi. Même encore aujourd'hui, je trouve le jeu qui passe, qui est très beau. Même s'il a vieilli et tout, il est encore magnifique, vraiment. Donc un boulot de fou dessus, exceptionnel. Dead or Alive 2, que j'ai pris en même temps, parce que c'était pour voir si ma console tournait, si ça marchait bien. Donc je les ai achetés en même temps, Soul Calibur et Dead or Alive 2. J'ai pas passé énormément de temps parce que je suis pas un aficionados de la série Dead or Alive. Vraiment, Versus Fighting pour moi c'est une des licences qui est pour moi les plus basses dans mon estime, très sincèrement. Même si ça manque pas de gameplay, ça y a pas de souci. Mais voilà, je peux pas vous en raconter avec amour ou passion parce que je les trouve pas incroyables, très sincèrement. Vraiment, Dead or Alive 2, pas ouf du tout. Alors ensuite, Resident Evil 2. Donc oui, je le possède sur Dreamcast. Alors Resident Evil 2 sur Dreamcast, incroyable. Faut savoir que Resident Evil 2, voilà, petite anecdote dessus puisque je le possède que sur Dreamcast. Resident Evil 2, en fait, j'ai découvert le jeu sur PS1. Et en fait, sur PS1, ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai acheté, je me chiais dessus à peine aux 2 premiers écrans. Donc, ce qui faisait qu'en fait, j'éteignais la console à chaque fois parce que je me chiais dessus quand j'étais gamin. Donc, j'avais pas continué le jeu et tout. Et donc, quand j'ai eu ma Dreamcast, bah, en fait, je l'ai eu pour rien du tout, ce jeu, mais vraiment pour rien du tout. Et je me suis dit, bah, je vais le prendre. Et en fait, je l'ai fini donc sur la Dreamcast. La qualité maintenant, puisque je me suis énormément intéressé à la saga Resident Evil avant, mais je reviendrai dessus plus tard. Resident Evil 2, tout simplement une claque absolue. Sur Dreamcast, il est magnifique, mode de jeu en plus. Enfin, comme la version PC de mémoire, si je dis pas de bêtises, le jeu est super propre. Voilà, puis bon, Resident Evil 2, un classique, voilà, une tuerie absolue. J'adore ce jeu. Et donc voilà, la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, je l'avais sur PS1 et je n'étais pas capable d'avancer plus dans ce jeu. Mais voilà, Resident Evil 2 sur Dreamcast, tout simplement génial. Une tuerie atomique. Voilà, une tuerie. La meilleure version, je crois, de Resident Evil 2, sans dire de bêtises.
Alors ensuite, si on parle de Resident Evil 2, bah, on va parler de celui qui est exclusif à la Dream. Alors désolé pour la boîte, hein, mais comme je vous dis, bah, malheureusement les boîtes PS1 et Dream, voilà, c'est la joie, hein, ça se déboîte tout seul. Alors le jeu est dans la Dreamcast, hein, ne paniquez pas, le jeu est dans la Dreamcast. Alors Code Veronica, très bon opus, l'histoire géniale, même si ça part en couille dans la deuxième partie de l'histoire, mais le début, tout ça, la mise en scène, l'ambiance, il est très assez violent quand même, hein. Enfin, je trouve il est encore plus glauque pour un Resident Evil que la plupart qui a en excluant Rebirth, tout ça, en parlant des opus comme ça en une ligne. Il est vachement glauque comme ambiance, c'est un des plus dark je trouve. Malheureusement ça part en couille dans la deuxième partie, par contre l'OST est super, la cinématique de base géniale, les personnages super intéressants, enfin que ce soit Claire, après il y a Chris, bon et puis tous les persos qu'il y a dedans, les Ashford, tout ça, mais bon je vais pas vous dire plus de spoil. Je vous conseille tout simplement de faire le jeu, moi je l'ai beaucoup aimé mais vachement compliqué, alors certains pourront peut-être me corriger mais moi j'ai toujours trouvé, c'est souvent un débat avec des potes, j'ai toujours trouvé que Code Veronica sur Dream est plus compliqué que Code Veronica X. Alors après peut-être que je me gourre, les gens pourront peut-être dire dans les commentaires ce qu'ils en pensent, mais moi j'ai toujours trouvé Code Veronica sur Dream vachement plus compliqué que le X. Ça me regarde, mais vraiment en tout cas le jeu est super et voilà, c'est un classique de la Dreamcast. Il est sorti exclusivement pour cette console là, moi je l'ai trouvé vraiment excellent. Donc voilà, c'était un super jeu et j'avais pu l'acheter en même temps que le Resident Evil 2. Alors ensuite, alors ça c'est un ami qui me l'a fait. Alors c'est une modification bien sûr. Enfin c'est un jeu gravé. Mais Resident Evil 3, donc bon voilà, ne faites pas attention au truc et tout. Ça m'a permis de jouer à Resident Evil 3 sur Dreamcast. Et très sincèrement, bon, la qualité des cinématiques est dégueulasse. Vraiment, genre c'est dégueulasse, absolument. Après le jeu en soi, moi j'en suis vraiment pas fan, le Nemesis me casse les couilles, je l'ai pas fini hein, Resident Evil 3, le Nemesis me casse les couilles, ça me prend pas, c'est pas comparé aux deux, vraiment il me prend pas du tout, j'aime pas je suis pas fan spécialement de l'ambiance, le Nemesis qui te stalk tous les deux niveaux, enfin tous les deux moments, enfin, toutes les deux salles, voilà, c'est ça que je voulais dire, excusez-moi de bugger, toutes les deux salles, ça me casse les couilles et très sincèrement ça me fait chier. Donc voilà, donc RE3, je dis pas, hein, ça peut être un bon jeu, je peux comprendre qu'il y en ait qui l'adorent. Faudrait que je me le refasse, histoire de me refaire un avis dessus. Mais à l'époque, quand je l'ai commencé, quand j'ai eu ma Dream, ça m'a vite cassé les couilles. Et enfin, on va conclure donc cette vidéo sur la Mega Drive et sur la Dreamcast avec Shenmue. Donc voilà, donc en deux boîtes, hein. Alors ça veut pas dire, attention pour ceux qui ne savraient pas, ah mais il a Shenmue en deux éditions. Non, Shenmue est sur 4 CD. Donc c'est pour ça que je l'ai en deux boîtes, c'est parce qu'il est sur 4 CD. Donc si vous n'avez qu'une seule boîte, petit conseil pour ceux qui ne le sauraient pas, si vous voulez acheter Shenmue sur Dreamcast, si vous n'avez qu'un jeu comme ça, vous n'aurez jamais Shenmue en complet. Soit vous aurez le CD 3 et 4, soit le CD 1 et 2. Donc voilà, alors Shenmue, je suis en train de vous faire un let's play dessus, alors je vais reprendre bientôt. Shenmue, ça a été une claque. Vraiment, quand je l'ai fait, ça a été une claque. Donc je l'ai fait en 2011, 2012, dans ces eaux-là. Et vraiment, ça a été une claque. Alors, graphiquement, il a vieilli. On en parlait d'ailleurs dans le live, hein, je vous en parlais. Il a vieilli, mais putain, toutes les interactions qu'il y a dans le jeu, toutes les possibilités, l'histoire, l'OST, le personnage de Ryo Hazuki, tout ce qui se passe dans le jeu, putain, mais c'est... Vraiment, Shenmue est génial, quoi. Une enquête absolue qui a certes vieilli, mais putain quoi, quand j'y ai joué vraiment, genre je me le suis pris en me disant, alors que pourtant il est un petit peu compliqué à avoir, excusez-moi, il est un petit peu compliqué à avoir, accessible mais un peu compliqué, vous m'avez compris. Je me suis dit ouais bon, je le prends, on va voir, voilà, même si ça a dû super vieillir et tout, mais c'était un jeu qui me donnait énormément envie hein, sur Dreamcast et au final bah non, en fait j'ai bousillé le jeu quoi, vraiment je l'ai bouffé comme c'est pas permis et je me suis régalé dessus. C'est un super bon souvenir, c'est pour ça que j'ai décidé de le refaire sur PS4 parce que et en let's play avec vous, donc n'hésitez pas à venir me voir et tout si vous ne connaissez pas le jeu, parce que pour moi c'est un jeu qui est même encore aujourd'hui pas assez connu et ça reste vraiment un excellent jeu, sachant qu'il y aura bientôt Shenmue 3, mais bon j'en attends pas grand chose, très sincèrement je vais même dire que je m'en fous un petit peu maintenant, la hype est un peu redescendue pour ma part, mais bon j'attends quand même de savoir la suite, je veux savoir la suite de l'histoire de Ryo Hazuki, je n'ai pas le 2 malheureusement, mais j'ai hâte de savoir la suite, je connais déjà l'histoire du 2, hein, j'ai déjà regardé les cinématiques tout ça, mais vraiment voilà, Shenmue 1, un super jeu, vous pouvez le voir, vous y avez accès sur PS4, n'hésitez pas pour vous faire un avis dessus, il est...
voilà, c'est un excellent jeu et je ferai le 2 d'ailleurs en live quand on aura fini le premier, donc voilà, comme ça on le fera ensemble. Donc voilà, donc j'ai fini pour cette vidéo collection Mega Drive et Dreamcast, donc pour le constructeur Sega chez moi. Voilà, comme je vous ai dit, il n'y avait pas énormément de jeux, c'est pour ça que j'ai uni un peu les deux trucs. Je vous parlerai des autres consoles, Super Nintendo, tout ça plus tard, et autres. Mais pour le moment, voilà, c'est la Mega Drive et la Dreamcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite vidéo. Elle est sans prétention. Je ne cherche pas à dire que j'ai une collection de fous, et vous avez bien pu le voir. Au contraire, je considère que j'ai une collection qui me compte en principal pour moi, et c'est le principal. Et j'espère que ça vous a fait plaisir en tout cas de regarder cette vidéo. Voilà, je vous ai parlé un petit peu de mon tracé avec les jeux Sega. Donc sur ce, je vous dis ciao à tous, à la prochaine, et on se retrouve pour la suite des vidéos.